terme donc, qui nous vient de Grenoble. Là, on va parler de modélisation parcimonieuse, de dual tree, d'ondelet. Pas mal de mots-clés, ça devrait être intéressant. Alors bonjour à tous. Donc moi je travaille en fait au laboratoire Jean Kunstmann à Grenoble. Je suis dans deux équipes à la fois. Une équipe qui est plus traitement du signal, traitement d'image, et également une équipe INRIA qui est plus côté vision par ordinateur. Et du coup en fait mon sujet de thèse, je commence ma 3e année là, est en fait à l'interface entre ces deux sujets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc une petite introduction à ce sujet. En fait, on a donc, comme je disais, les deux champs de recherche. D'une part, les réseaux de neurones convolutifs, donc que je vais appeler CNN dans la suite pour simplifier, qui sont très performants dans plein de domaines, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises. En particulier, la classification d'images, c'est le sujet sur lequel on va se concentrer ici. Mais pour lequel on a une approche très empirique et finalement assez peu de théories mathématiques sur ces réseaux, assez peu de garanties. Et d'autre part, on a un champ de recherche basé sur les transformés en ondelettes, et notamment les transformés en ondelettes discrètes, qui agissent comme des extracteurs de caractéristiques en fait. C'est construit sur un modèle mathématique pour le coup, qui est bien établi, avec des garanties diverses, qui ont été très efficaces sur notamment du débruitage ou de la compression d'images, mais finalement assez peu utilisées en classification d'images. Et pourtant, on a un phénomène qu'on a observé dans quasiment 100% des cas dans les CNN qui sont entraînés sur des images naturelles. C'est que quand on regarde les noyaux de convolution entraînés, on voit apparaître en fait des motifs oscillants, orientés, avec différentes orientations et différentes échelles. Et ça, c'est à noter qu'en fait, on n'a rien demandé au réseau. En fait, il l'apprend spontanément. Donc quelque part, l'idée, c'est que c'est comme s'il apprenait de lui-même à faire une transformation en ondelette. Et donc notre idée, ça va être, plutôt que de le laisser faire, ça va être de le contraindre en fait à faire cette transformation de façon explicite, de manière à être capable d'expliquer de façon plus théorique, d'expliquer le comportement du réseau. Donc voilà, j'ai expliqué le but du sujet. En revanche, en tout cas, en première intention, le but n'est pas forcément d'améliorer les performances des réseaux existants, ni de diminuer leur complexité, mais c'est vraiment d'améliorer leur explicabilité, plutôt. Alors, la feuille de route qu'on s'est donnée pour arriver à cet objectif, c'est donc dans un premier temps construire notre modèle. Donc c'est un modèle qui sera du coup parcimonieux, qui sera basé sur une architecture standard. Donc en fait j'ai fait un petit schéma très simplifié pour expliquer qu'en fait on va prendre un sous-ensemble de l'espace d'apprentissage du modèle standard dans lequel notre modèle va pouvoir évoluer lors de l'apprentissage. L'idée c'est qu'à la fin, une fois l'apprentissage terminé, notre modèle et le réseau standard se comportent de la même façon. Donc ça c'est la deuxième partie de notre feuille de route, c'est d'évaluer si oui ou non notre modèle se comporte de la même façon que l'architecture originale en fait. Et dans un troisième temps, on va pouvoir étudier les propriétés de notre modèle, et notamment certaines propriétés d'invariance qui vont être très utiles en fait, dans un cadre de classification d'images. Alors, j'en viens du coup à l'explication du modèle. Excusez-moi. Alors, donc là, on a un AlexNet standard. Je vais vous montrer le modèle qu'on a construit sur AlexNet en sachant que on l'a également testé sur des architectures plus récentes comme ResNet, mais d'une manière générale, l'approche en fait peut se généraliser à plein d'architectures CNN. Donc, on a ici un réseau qui est constitué de couches de convolution en vert, de couches d'activation non linéaire en violet. Et en fin de réseau, on a des couches denses et un classifieur. Pour l'instant, on se concentre sur la première couche de convolution,
qui est constitué de noyaux de convolution de taille 11 par 11. Ce qui est pratique parce que ça va nous permettre en fait de les visualiser. Donc là, j'agrandis juste cette partie-là. On voit qu'en entrée, on prend des images de taille 224 x 224, et comme c'est des images RGB, on a 3 canaux d'entrée. Donc un canal pour chaque couleur. En sortie de la couche de convolution, on a des matrices de taille réduite par rapport aux images d'entrée. Donc on est là, taille 56 x 56, donc divisé par 4. Et multicanal, c'est-à-dire qu'on a 64 canaux de sortie. Et les filtres correspondant à ces canaux de sortie, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous le remets là, correspondent à ça. Le modèle qu'on propose, dans un premier temps, c'est de décomposer en fait, cette couche de convolution en la remplaçant par une succession d'opérateurs linéaires qui font intervenir en fait, une transformée en ondelette qui a la particularité d'être à valeur complexe. Malheureusement, en un quart d'heure, je n'ai pas beaucoup de temps de détailler en fait, comment fonctionne une transformée en ondelette. Mais grosso modo, on va décomposer l'image d'entrée dans une base orthonormale de manière à ce que l'information soit concentrée sur un certain nombre de pixels qui vont correspondre à des caractéristiques de l'image. Donc notre modèle est constitué d'une transformée en ondelette. Donc c'est les 4 premiers, je vais faire comme ça. C'est les 4 premiers modules ici. Ici, en sortie de ce module, on a les coefficients, on a nos matrices de coefficients d'ondelette. Et ensuite, on applique une couche de convolution avec moins de paramètres que la couche de convolution originale, de manière en fait à se retrouver avec le même nombre de canaux de sortie que dans le modèle d'entrée. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que on a une succession d'opérateurs qui sont linéaires. Et en fait, on peut montrer qu'on peut le résumer en une seule grosse opération de convolution, ce qui va nous permettre en fait de comparer le noyau résultant de cette succession d'opérateurs linéaires avec les noyaux de cet opérateur original. Alors, donc en sortie de notre transformée en ondelette, on a ces filtres-là, on voit peut-être pas très bien à l'écran, mais bon, c'est des filtres qui sont oscillants, du coup, orientés et à différentes échelles. Donc ça, c'est ce qu'on a en sortie de la transformée en ondelette, et ce qu'on a en sortie de notre modèle, c'est ces filtres-là. Donc on voit qu'on a des points communs, en fait, avec le réseau original, et j'ai oublié de préciser qu'en fait, la seule partie qui est entraînée, c'est celle-ci. C'est-à-dire que toutes les autres sont à paramètres fixés, en fait. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce modèle-là est satisfaisant? Est-ce qu'il reproduit suffisamment bien le comportement du réseau original? Donc là, j'ai mis, à gauche, c'est le réseau, le AlexNet classique, à droite, c'est notre modèle. On voit qu'on a clairement des points communs. On a reproduit en partie le comportement du réseau. Mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'on peut voir qu'on a une extension spatiale de notre filtre qui est trop petite en fait par rapport à ce qu'on a dans le réseau original. Et si on passe en Fourier, si on fait la transformée de Fourier de ces filtres, on se rend compte qu'à l'inverse, la localisation en fréquence n'est pas assez forte. À droite, on voit que la tâche est plus étalée qu'à gauche. Il y a une sorte de principe d'incertitude de Heisenberg, en fait. Plus on est localisé en fréquence, moins on l'est en spatial et réciproquement. Donc l'idée pour pallier à ce problème, c'est en fait d'ajouter un niveau de décomposition supplémentaire dans notre transformée en ondelette, ce qui va faire qu'on va améliorer notre localisation en fréquence. Donc c'est ce que j'ai affiché ici. Ici, par rapport au modèle de tout à l'heure, on a rajouté un niveau de décomposition de notre transformée en ondelette. La particularité, c'est qu'on va pas réduire à nouveau la taille des images de manière à garder cette équivalence entre le modèle standard et notre modèle. Bref. Voilà les filtres correspondant à notre nouveau modèle. Il y en a plus, puisqu'on décompose plus et ça donne plus de filtres au final. Et voici ce qu'on obtient en sortie de notre modèle. Et là, on voit qu'on se rapproche en fait beaucoup plus du modèle standard. Voilà, donc là, j'ai affiché les trois ensembles de noyaux. À gauche, le modèle standard. Au milieu, notre premier modèle. Et à droite, le modèle
qu'on a amélioré avec 3 niveaux de décomposition. Et on voit qu'en fait, on est visuellement, en tout cas, on est très proche du modèle standard. Avec moins de paramètres et surtout avec un comportement qu'on maîtrise mieux, en fait. Et en Fourier, c'est pareil, on voit qu'on est bien localisé dans le plan fréquentiel. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut définir une mesure un peu plus objective en fait, de cette similarité entre noyaux? Donc on a travaillé là-dessus, ce qui nous emmène du coup à la deuxième partie de la présentation. L'idée, c'est d'extraire des caractéristiques de ces filtres, d'en extraire les principales propriétés pour pouvoir ensuite les comparer. On va utiliser pour ça la transformée de Fourier ainsi qu'un autre outil qui s'appelle le tenseur de structure, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Je vais juste montrer visuellement ce que ça donne. Si on prend comme exemple le filtre là, on voit qu'on a un filtre qui est orienté à peu près diagonalement. Et la fréquence est donnée en Fourier en fait par l'écart entre les deux tâches qui est là. Plus les tâches sont écartées, plus la fréquence sera élevée. Plus il est rapproché, plus la fréquence sera basse. Et on peut afficher ça comme un point dans l'espace des fréquences qui correspond à la fréquence caractéristique de ce filtre. En fait. On voit qu'il y a 2 points parce que comme on a un filtre à valeur réelle, l'orientation, enfin le sens n'a pas d'importance. Et on a fait ça pour tous les filtres orientés. Et on obtient un nuage de points de cette façon. Donc ça c'est la baseline, donc c'est le modèle standard. Et on a fait la même chose pour les modèles qu'on a construits à partir de ça, basés sur les ondelettes. Donc voilà ce qu'on obtient sur notre premier modèle. Donc c'est les croix vertes. Donc on voit que le nuage de points ne recouvre pas le nuage de points du modèle standard. On voit qu'il y a toute une zone au centre, en fait, où on a des points gris qui correspondent au modèle standard, mais pour lesquels les filtres de notre modèle d'ondelette sont absents. Si on ajoute le 3e niveau de décomposition, on voit cette fois-ci qu'on a un meilleur recouvrement en fait, du nuage de points original. Donc on voit qu'on a à la fois un modèle avec des fils qui sont mieux localisés en Fourier, dans le domaine fréquentiel, et qui recouvre mieux, qui est plus représentatif en fait du spectre de fréquence du modèle original. Donc ça confirme en fait notre intuition sur le choix du meilleur modèle à utiliser. Ce sera donc le modèle avec 3 niveaux de décomposition. Et là, je ne vais pas détailler, mais en fait, on pourrait mesurer quantitativement des différences entre nuages de points en utilisant notamment des techniques de transport optimal. Alors, une autre façon d'évaluer la performance du modèle, c'est de regarder une fois à l'entraînement l'évolution en fait de la courbe de validation. Donc, à chaque époque d'entraînement, on va effectuer une validation sur un ensemble de validations sur ImageNet. Je précise qu'on a entraîné nos modèles sur 1 million d'images ImageNet. Et on voit que nos modèles sont en fait très proches du modèle standard. D'ailleurs, les courbes sont quasiment superposées, donc c'est très difficile de les distinguer. À comparer par rapport à un modèle dans lequel la première couche ne serait pas entraînée. Donc là, c'est ce qu'on voit en pointillé. On voit donc que d'un point de vue performance, notre modèle se rapproche vraiment du modèle standard. Et si on zoome en fait sur les premières époques, on voit que le modèle rouge, donc avec 3 niveaux de décomposition, apprend plus rapidement que le modèle standard. Et ça peut être dû au fait qu'on a un nombre réduit de paramètres. Du coup, une complexité diminuée, ce qui permet d'accélérer l'entraînement. Bon, comme je le disais au début, ce n'est pas forcément l'objectif premier, mais c'est intéressant à constater. Alors, je voudrais juste parler, je regarde le temps qui reste, ok, donc je voudrais juste parler d'une propriété en fait. Là, on arrive en fait à l'étude de notre modèle en ce qui concerne les propriétés des propriétés en fait, qui seront utiles pour la classification d'images. Donc une propriété qui est très importante en classification d'images, c'est des propriétés d'invariance, et notamment des invariances par translation.
Grosso modo, si on prend deux images qui sont translatées, admettons d'un pixel, on voudrait qu'en sortie on retrouve la même chose, parce que deux images translatées d'un pixel devraient être classées dans la même catégorie. Et ça, en fait, on peut le tester expérimentalement, donc c'est ce qu'on a fait. Donc l'idée, c'est qu'on prend une image, on prend une image d'ImageNet, on prend un crop central. En fait, on va en prendre 8 versions décalées, donc de 1 à 8 pixels. Et on va faire la forward propagation dans le réseau. On va regarder ce qu'on a en sortie du réseau. On va se retrouver, en fait, pour chaque image, avec un vecteur de taille 1000 qui correspond, en fait, qui peut être interprété comme un vecteur de probabilité pour chaque classe potentielle, en fait. Donc si on fait la somme des éléments du vecteur, on se retrouve à 1. Et en fait, on veut comparer, pour chaque image, les différences entre ces vecteurs. Et une métrique qui est souvent utilisée pour ça, c'est la divergence de Kullback-Leibler, qui permet en fait d'évaluer l'écart entre deux prédictions. Et on a fait ça, on a moyenné ça sur 50 000 images de la base ImageNet. Et on obtient le résultat suivant. En gris, je ne sais pas si vous voyez, mais en gris, c'est la courbe du modèle standard. Entre 0 et 8 pixels, on voit l'évolution de la divergence pour le modèle standard. On voit qu'on n'est pas parfaitement invariant par translation, parce que la divergence augmente. En revanche, on est mieux que... cette invariance par translation diffère en fonction du modèle choisi. Donc en bleu, c'est un modèle que je n'ai pas montré, que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est une transformée en ondette classique pour lequel on sait qu'on n'a pas d'invariance par translation. Et on voit que ça se répercute en fait sur la sortie du réseau. Donc si on translate l'image de quelques pixels, la sortie va être très différente. Donc c'est pas bon pour c'est pas quelque chose qu'on veut avoir dans une logique de classification. En revanche, notre modèle avec 3 niveaux de décomposition est même meilleur en fait que le modèle standard. Donc ça, c'est une propriété qui est très intéressante. Bon, j'avais la même chose selon l'axe X et selon l'axe Y, mais c'est la même conclusion. Voilà, donc de ce point de vue-là, l'invariance par translation, on la retrouve avec notre modèle. Parce que j'ai oublié de préciser que l'avantage de la décomposition d'ondelettes qu'on a choisie, c'est qu'elle présente la propriété d'être invariante par translation. En fait. Et ça se répercute sur la sortie du réseau. Et donc, pardon, je suis un petit peu en retard. Donc en conclusion, on a un travail en cours en fait pour établir une équivalence entre des réseaux standards et une architecture un peu plus customisée, pour lesquelles on a des propriétés théoriques qui sont intéressantes pour la classification d'images et qu'on peut étudier. On a fait la même chose sur ResNet et sur des architectures plus récentes. Et en fait, c'est une première étape vers une compréhension un peu plus globale, un peu plus complète des réseaux de neurones pour la classification d'images. On en est loin, mais c'est un début. Et en future work, donc l'idée c'est de continuer l'analyse théorique qu'on a commencé, avec notamment d'autres types d'invariants. Alors là je parle de théorique, mais le faire également de façon théorique. Évaluer de façon quantitative le niveau de similitude entre deux noyaux de convolution. Et enfin, se concentrer aussi sur des couches de convolution plus profondes dans le réseau, ce qui n'est pas forcément une mince affaire, mais ça pourrait être intéressant également. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. On va passer aux questions. Prochain intervenant peut déjà s'installer. Vous pouvez une minute. On n'est pas en avance et après c'est la pause café. Non, il n'y aura pas de présentation, mais la pause café on la zappe pas, c'est pas possible. Merci pour ton exposé. Ouais. Je voulais savoir en fait pourquoi tu as fait le choix de la décomposition en ondelettes. Donc j'ai bien compris que c'est parce que tu voulais un signal plus perce, mais
donné que tu connais tes images en entrée, tu as des gros a priori. Est-ce que tu as pensé à faire une base adaptée justement à tes images avec une recherche par dictionnaire ou par PCA pour augmenter la sportivité et avoir une base encore plus adaptée que les ondettes? Non, on n'a pas regardé ça. Alors pourquoi les ondelettes? En fait, dans la littérature, il parle pas mal de noyaux qui ressemblent à des filtres de Gabor. Et finalement, la transformée en ondelette dual tree, c'est un peu la version discrète de la transformée de Gabor, qui est plutôt sur des fonctions continues. J'avais même une slide là-dessus, je crois. Ouais. L'intérêt de la transformée qu'on a choisie, c'est qu'elle est parcimonieuse, malgré le fait qu'elle soit redondante. Elle reste parcimonieuse, on a des propriétés, on a des garanties de reconstruction de l'image d'origine. Et dans la philosophie, dans l'algorithme de décomposition par ondelette, on se retrouve en fait dans un mode de fonctionnement qui est assez proche en fait des réseaux de neurones convolutifs. On fait une série de convolutions et ça nous permet de comparer en fait assez facilement notre modèle avec le modèle standard. Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... ouais. Alors, une question, je ne sais pas si elle est payée, c'est quand tu remplaces justement tes convolutions, tu les remplaces dans chaque convolution de ton réseau, ou alors tu le fais seulement par exemple pour les premières couches. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as essayé justement de faire par exemple pour les premières ou les deux premières couches seulement, et de laisser des convolutions pour le reste? En fait, on l'a fait sur la première couche, parce que c'est là où on observe les motifs aussi en fait. C'est beaucoup moins clair sur les couches plus profondes du réseau. Oups. En fait, notre étude, pour l'instant, elle va s'intéresser à la première couche et à la première non-linéarité. C'est en recherche future, en fait, on pourrait voir ce qui se passe avec les couches plus profondes, mais c'est pas le caractère ondelette entre guillemets des couches plus profondes est beaucoup moins évident, quoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez imaginer par exemple deux sortes de factorisation que l'ondelette? Parce que enfin, là, c'est trop, effectivement, ça s'intéresse vraiment à l'ondelette, mais d'autres propriétés qui pourraient venir remplacer Qui pourrait remplacer le décomposition en ondette en fonction d'analyse, justement. Ça rejoint un peu ta question, non, sur trouver une décomposition qui serait plus adaptée à la base de données. Ouais, je saurais pas. Oui, peut-être, mais je n'ai pas beaucoup plus d'éléments de réponse par rapport à ça. Ouais. Oui. Tu nous as vendu J égale 3, mais tu nous as pas montré J égale 4, 5. Non, on l'a pas fait. En fait, si on regarde, je vais retrouver le. Voilà, en fait, si on fait J égale 4, 5, etc., on va se retrouver avec des fils qui seront encore plus au milieu, là. Et on sera... alors peut-être ça va être intéressant, mais par contre, on va s'éloigner du modèle standard. Donc on va plus décrire notre modèle standard. Ouais, peut-être, effectivement. Ce sera à tester. Et puisque tu es sur ce schéma, là, en fait, moi, j'arrive pas bien à voir s'il y a un recours. En fait, ce que tu cherches à voir, c'est vraiment recouvrir chacun des points ou avoir la même distribution globalement. Alors, recouvrir exactement chacun des points... C'est ce que tu fais, hein, on est d'accord? Non, on ne recouvre pas point par point. Par contre, c'est plutôt l'idée, c'était plutôt dans la distribution. Donc, si... en fait, on voudrait évaluer quantitativement, bref, la distance entre deux nuages de points en utilisant des techniques de transport optimal. Je pense que c'est pas très grave si, on le voit d'ailleurs dans les résultats de performance, si on n'est pas exactement point par point identique, tant que ça recouvre un bon spectre de l'espace des fréquences, ça a l'air de fonctionner assez bien. À la fin, tu vas parler brièvement de ces travaux-là avec une motivation qui est la compréhension théorique des réseaux. Est-ce que tu peux dire un peu plus comment est-ce que ça peut nous aider à comprendre comment fonctionnent les réseaux? Ouais.
Alors je vais reprendre, en fait je vais le faire avec, avec l'exemple de l'invariance par translation. J'ai pas trop détaillé, mais on voit qu'on a une courbe, on n'est pas parfaitement invariant par translation, mais entre guillemets ça pourrait être pire. C'est-à-dire que c'est quand même une propriété qui a l'air de se retrouver dans le réseau. Et on voudrait expliquer pourquoi on a cette invariance par translation. Quand on fait une transformée en ondelette classique, c'est la courbe bleue, on voit que ce n'est pas du tout le cas d'ailleurs. En revanche, avec notre transformée en ondelette dual tree, on se rapproche plus du modèle standard et on est plus invariant par translation. Mais le problème, c'est que cette invariance par translation, on l'obtient si on calcule le module des coefficients complexes. Donc on a, en sortie de notre transformée en ondelette, on a des coefficients complexes. Si on calcule le module, ces modules sont grosso modo invariants par translation. Mais dans un réseau de neurones classique, on ne calcule jamais en fait, le module des coefficients. Donc il n'y a pas de raison d'avoir cette invariance par translation. Mais on a un travail en cours en fait, qui essaye de prouver qu'en fait, si on considère à la fois la première couche de convolution et la première couche de non linéaire, la première couche d'activation, on va simuler en fait le calcul d'un module. Et du coup, on va obtenir cette propriété d'invariance par translation. Donc en fait, c'est une Comment je peux expliquer ça? L'idée, c'est de pouvoir se restreindre en fait à un opérateur pour lequel on va pouvoir étudier ces propriétés-là. Ce qu'on ne peut pas faire en fait sur l'opérateur initial. On prend une convolution 11 par 11, suivi d'un max pooling par exemple, d'un relu d'un max pooling. C'est très difficile d'étudier les propriétés d'invariance sur ce modèle-là. D'où l'intérêt en fait de restreindre, de contraindre en fait le comportement pour se ramener à un sous-ensemble de l'espace d'apprentissage pour lequel on va avoir des propriétés théoriques plus intéressantes. Est-ce que ça ne contredirait pas un peu les tendances de la communauté qui vont vers les transformers, donc qui sont des modèles qui ne sont pas du tout invariants à la translation, surtout quand on apprend sur les très 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 grandes masses de données, comme le font maintenant les GAFAM. Là, on a plutôt tendance de virer en fait cette invariance, on ne les veut plus. Oui, y compris la localité, ouais, effectivement. J'ai découvert ça avant-hier, donc... ouais, effectivement, c'est une autre approche. C'est pour ça que là, effectivement, on s'intéresse au CNN, pour lequel on a cette propriété. Ok, bon, merci beaucoup. De rien.